Bienvenue dans Vie de mère. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison Et moi, Margot Elquier. et dans ce podcast, on part à la rencontre des mères de toute la France. Notre but, Remonter à la racine de leur engagement, comprendre leur quotidien leurs difficultés et leur réussite. et peut-être Vous donner envie de vous bouger, vous aussi, pour votre commune. vie de mère. C'est une sacrée vie de mère. À l'échelle des communes de moins de 1000 habitants, quel est le rôle d'un maire ? C'est ce que nous continuons d'explorer dans cette série de 3 épisodes enregistrés au congrès de l'Association des maires ruraux de France, où nous nous sommes rendus avec Clémentine en octobre dernier. Dans ces zones rurales où il n'y a plus de médecins, plus de bureaux de poste, plus de transports en commun, où la disparition progressive des services essentiels crée un sentiment d'injustice et de marginalisation, comment raviver le sentiment de fierté des habitants du monde rural ? C'est précisément la mission que s'est assignée notre hôte du jour, Cyril Sibert, président de l'Association des maires ruraux de la Vienne, mais surtout maire de Schönwell, un village de 470 habitants, désormais bien connu pour être à l'origine de la première Gay Pride rurale, nommée les Fiertés rurales. Avec Cyril Sibert, on a parlé bien entendu de la culture quotidienne de cette fierté, mais aussi de la mobilisation des jeunes ruraux pour leur permettre de croire en leurs rêves, du maintien des services publics dans un petit village, de la façon dont on traverse des drames humains en tant que maire et de la nécessité de recevoir de l'amour de ses administrés. Bonne écoute. Monsieur Sibert, bonjour. Bonjour Margot. Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez petit ? Ah, j'aurais voulu être un chef cuisinier, moi. Intéressant. Ouais, je sais pas pourquoi, ça me plaisait, voir ma grand-mère cuisiner des bons petits plats. C'est quelque chose qui m'aurait plu, en fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et ben, en fait, avez ça renoncé s'est à pas ça fait parce que c'était une époque où l'apprentissage n'était pas forcément bien vu, c'est un peu dommage. Du coup, j'ai fait un bac commercial, un bac G3, vous savez, le bac, comme disait Sardou, le bac paumé, parce que c'était la voie de facilité, en fait. Un bac technique commercial. Et après, j'ai trouvé ma voie en faisant un BTS par alternance à la Chambre de commerce de Châteauroux. Donc, première fois que je quittais le domicile familial, d'aller 120 km de chez moi. Et là, j'ai fait un BTS en alternance, dans force de vente, et ça m'a plu. Et donc, j'ai continué dans cette voie-là, quoi. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, je suis commercial dans une entreprise d'agroalimentaire. Donc, je commercialise des produits alimentaires frais, poissons, fruits et légumes pour des restaurants dans le département de la Vienne. Et dans quel environnement est-ce que vous avez grandi ? Je suis le plus jeune, j'ai 2 grandes sœurs, donc ma mère qui travaillait en usine et mon père également dans les entreprises dans le bassin Châtelleraudais. Donc vous avez grandi à la campagne ? Non du tout, à Châtellerault, une ville de 36 000 habitants dans le département de la Vienne. J'ai vécu à Châtellerault jusqu'à l'âge de 45 ans. Et ensuite, j'ai déménagé à Schönwell où on a acheté une ferme qu'on a rénové, un grand espace, 5 hectares de terre, un petit étang, très grande ferme. Et là, on a trouvé notre équilibre, notre bonheur avec beaucoup d'animaux et puis une famille composée d'enfants, au calme, tout simplement. Donc ça a été une grande découverte. Pour moi, c'était une découverte parce que je ne connaissais pas le monde rural. Pas habitué non plus à ce que le soir il n'y ait pas de lumière dans les bourgs, dans les lieux-dits. Moi en ville j'étais toujours habitué à avoir de la lumière, donc d'un seul coup c'est des anecdotes. Connaître le monde agricole que je connaissais pas, c'est là que j'ai appris. Pour moi les vaches elles avaient du lait toute l'année, j'ai appris en visitant les fermes du village que les vaches pour qu'elles aient du lait, il faut qu'il y ait des veaux qui soient nés, voilà. Chose que je ne savais pas. Connaître le milieu de la chasse également. Mais en fait, maintenant, je suis tellement bien dans ce village que j'ai l'impression que j'y ai toujours habité, en fait. Voilà. Vous avez trouvé votre vrai chez vous. Voilà, et puis un bon équilibre avec des gens formidables, des gens attachants, avec qui ont vraiment la valeur du travail, qui travaillent dur, qui n'ont pas encore aujourd'hui forcément Internet, qui n'ont pas forcément non plus le téléphone portable, puisqu'on est en zone blanche, même si ça va s'améliorer. Mais en tout cas, un beau village accueillant, bienveillant, où on fait plein de choses. Et ça, c'est chouette, c'est une belle rencontre. Et quel est votre premier souvenir lié à la politique ? Alors moi, mon premier souvenir, c'était en 97. J'habitais Châtellerault à l'époque et par hasard, je me tombe sur un meeting, une campagne électorale. Il y avait Lionel Jospin et Édith Cresson, qui était maire de Châtellerault, que moi je voyais à la télé, donc qui venait parfois à l'école. Donc j'étais toujours très impressionné puisque c'était
une femme qui a eu plusieurs portefeuilles ministériels. Et je me retrouve là un peu par hasard. Et du coup, Lionel Jospin parle de son programme pour les élections et il parle du PACS et des emplois jeunes. Donc, et moi, ce qui m'a tout de suite interpellé, qui a fait résonance chez moi, c'était le PACS, qui était une première, alors pour les plus jeunes, hein, ça paraît très loin tout ça, mais déjà c'était une reconnaissance des couples homosexuels. Donc moi, de là, j'ai été intéressé, j'ai écouté, je suis venu à plusieurs réunions et du coup j'ai intégré à cette époque-là le Parti socialiste que j'ai adhéré en 1997 ensuite au Parti socialiste. C'est là que j'ai fait toutes mes armes, mes premières formations, université d'été, université permanente, où j'ai appris la prise de parole, rédiger des flyers, des tracts, des affiches. J'ai tout appris à ce moment-là, parce que moi, je n'ai pas du tout d'un milieu politisé. Et puis, je suis resté au Parti socialiste jusque dans les années 2017. Et maintenant, je suis au Parti radical, le centre-gauche. Au moment de ce meeting, quelle émotion est-ce que vous avez ressentie ? Eh bien, pour moi, quand je parle du PAC, je me suis dit... déjà à l'époque, moi, je ne m'assumais pas dans ma vie personnelle. Et je me suis dit, mais c'est une grande avancée que l'on puisse reconnaître par la loi que des couples homosexuels puissent... c'était pas encore le mariage, les esprits n'étaient pas prêts. On a bien vu d'ailleurs après comment ça a été difficile, mais déjà, c'est une première reconnaissance. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. Après, les emplois jeunes également, c'était une grande avancée. Ça a permis à plein de gens, des jeunes, de travailler, d'apprendre une formation, de s'intégrer, les 35 heures également. Et du coup, j'ai découvert un univers qui m'a plu et je me suis beaucoup investi ensuite dans ce parti politique. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que vous vient le goût de la vie publique ? Oui, complètement. Donc là, j'ai adhéré au parti. Ensuite, en 2001, le maire m'a proposé d'être sur sa liste. Donc j'ai été adjoint au maire à la jeunesse et au sport de Châtellerault. C'était chouette, hein. Beaucoup d'associations. J'ai été très impliqué. On a fait des belles choses. J'avais mis en place le trophée des champions. On avait mis des skates, des terrains multisports également, des city-stades et un premier skatepark à Châtellerault. Donc c'était une première belle expérience de 2001 à 2008, parce que le mandat avait été rallongé d'1 an. Et puis après, j'ai fait conseiller régional Poitou-Charentes auprès de Ségolène Royal de 2010 à 2015. Et ensuite, de 2015 à 2021, conseiller régional auprès d'Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et est-ce qu'il y avait des personnes inspirantes dans votre famille qui ont pu également participer à cet engagement ? Non, parce que du coup, ma famille, ils sont pas du tout... mes parents, mes sœurs, dans ma famille, personne fait de la politique. Personne. D'abord, au début, ils n'ont pas forcément compris mon engagement parce que pour eux, ça leur faisait même peur. Parce qu'on voit bien qu'en politique, on prend aussi beaucoup de coups. Et puis, moi, j'ai avancé tranquillement. On m'a laissé libre, bien sûr, mais ce n'est pas dans mon environnement proche familial que j'ai pu trouver de l'inspiration. Mais en tout cas, ils ont quand même été toujours là et à mes côtés parce que ça veut dire aussi, quand on est jeune, j'étais papa, j'avais une fille qui était jeune, que j'élevais seul avec... et ma mère m'aidait beaucoup à ce moment-là, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas pu avancer. Et là, je reconnais que c'est difficile aussi pour une femme de s'engager en politique, parce que quand il y a des enfants, qu'il faut en plus arriver à la maison et tout faire, même s'il est plus jeune maintenant, on voit que les hommes participent aux tâches ménagères et c'est tant mieux, mais je pense qu'il y a encore une marge de progression. Et on s'aperçoit que pour une femme, c'est très compliqué de s'engager en politique, oui. Ça me fait penser d'ailleurs à l'étude qui a été publiée par la MRF il y a quelques semaines sur la santé mentale des mères, qui met en avant le fait que c'est plus compliqué pour la santé mentale des femmes mères est en moins bon état, si on peut dire ça comme ça, que celle des hommes. Mais c'est intéressant, je veux bien qu'on reste sur cette question de figure inspirante. Vous pensez que vous êtes devenu une figure d'inspiration pour vos proches et un petit peu plus largement ? Pour mes proches, je ne sais pas, mais en tout cas pour des plus jeunes, oui. Et ça, c'est ce qui me fait plaisir. On a mis en place dans le village un conseil municipal des jeunes. Moi, j'ai dit, tous ceux qui veulent participer, ils viennent. Il n'y a pas eu d'élection en interne. Et puis quand j'ai bien en tête un jeune du village qui je pense que je suis une personne inspirante pour lui. Et je lui dis à chaque fois que plus tard, il a toutes les qualités pour être élu et que souvent quand je lui parle, je lui dis, je m'adresse à lui en disant le futur maire de Chennevel dans quelques années. Et ça, c'est super de donner envie et donner une vocation parce que
C'est pas un métier d'être maire, ça s'apprend pas comme ça, mais en tout cas, franchement, c'est le plus beau des mandats. J'ai eu la chance d'avoir d'autres mandats déjà. Je trouve que c'est le plus beau des mandats, et moi, si je peux inspirer des plus jeunes, c'est tant mieux. Je me dis, voilà, j'aurais pas été inutile. Peut-être qu'on en parlera aussi tout à l'heure sur les fiertés rurales. Je me dis, voilà, au moins j'ai fait quelque chose et qui peut aider les autres. Je trouve que c'est la plus belle des récompenses, en fait. Comment est-ce que vous devenez maire de Chennevel ? Alors là, c'était pas prévu du tout. À l'époque, j'étais conseiller régional, donc on va s'installer à Chennevel avec mon conjoint. Je vais voir le maire qui était en place pour lui dire. Il n'était pas informé, il savait juste que cette ferme avait été vendue, mais il ne savait pas à qui. Et ça, c'était en juin, au mois de juin 2019. Je le rencontre au moment du Baltrap. Donc on se voit là, on discute, et je lui annonce que je viens dans le village, il me connaissait en tant que conseiller régional. Et là, il me dit, ça tombe bien, parce que moi, je veux arrêter, ça fait 3 mandats que je fais, tu trouves personne, c'est toi le prochain maire, faut que tu te présentes. Alors, je lui dis, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais moi, c'était pas prévu. J'habitais pas encore le village, je connaissais personne dans le village, donc je lui dis, laisse-moi réfléchir. Donc j'ai réfléchi, et après, ce que j'ai fait, c'est que j'étais voir tous les habitants du village, dans toutes les maisons, j'étais me présenter en disant, écoutez, voilà, moi je suis éventuellement candidat. Alors certains me connaissaient par rapport à mes mandats que j'ai vus avant dans les articles de presse, et puis finalement, ça s'est bien passé puisque l'élection s'est passée donc au mois de mars 2020 et j'ai pas été rayé sur les listes. Parce que vous savez, quand il y a moins de 500 habitants, les personnes peuvent vous rayer au moment du vote. Donc il y a eu une adhésion à ma candidature et de là, c'était pour moi, c'était chouette. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on m'aurait dit ça 6 mois avant, jamais je l'aurais pensé, puisque moi je me préparais plutôt à continuer mon engagement politique sur Châtellerault. Mais finalement, on a trouvé un cadre de vie qui nous a plu avec mon conjoint, et les choses parfois se déroulent comme ça. C'est pas ce qu'on prévoit et qui se passe, et c'est une belle, je suis très heureux de la façon dont les choses se passent actuellement. Et en ayant fait du porte-à-porte et Ouais. en ayant été à la rencontre Mhm. de l'ensemble des habitants, qu'est-ce qu'ils attendaient finalement de l'élection de leur futur maire ? Beaucoup étaient soulagés de voir qu'il y avait un candidat déjà, parce que ça se bousculait pas. Finalement, il y a eu qu'une liste. Je leur expliquais comment je voyais les choses. Je les ai beaucoup écoutés. Ce qu'on me disait à l'époque, c'est que, par exemple, il y avait rien de prévu pour les personnes qui choisissaient la crémation. Donc, ma première décision était de faire un site cinéraire dans le cimetière qu'on a mis en place. C'était dans le programme. On a beaucoup travaillé aussi sur la mobilité. Donc j'ai mis en place le passe-permis pour les plus jeunes. Et en fait, je pense qu'ils étaient soulagés de voir qu'il y avait un candidat pour le poste de maire et avec beaucoup d'idées. Alors peut-être que ça a pu faire peur aussi des fois parce que moi j'arrivais avec mon vécu d'adjoint dans une grande ville, de conseiller régional, avec plein d'idées, avec aussi toute une expérience. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont très contents en tout cas de ce qui se passe dans notre beau village, qui, malgré que ce soit un village de 470 habitants, un petit village, on en parle même au-delà du département. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est redonner la fierté aux habitants, qu'ils soient fiers de leur village. Moi, souvent, quand il y en a qui me disent « on t'a vu à la télé » ou on a parlé de Chennevel dans le Parisien, Le Monde, sur BFM, par rapport à des actions qu'on met en place, et je vois dans leurs yeux une fierté. Et c'est ça que je trouve formidable, moi. C'est que les gens soient fiers d'où ils habitent, et c'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on doit se cacher. Et moi je dis toujours aux plus jeunes du village, soyez fiers de ce que vous êtes, ayez des rêves, dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on vous dit que c'est pas possible, au contraire c'est là qu'il faut trouver de l'énergie. Moi, dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, si j'avais écouté les gens, j'aurais rien fait, parce qu'on va vous dire tout le temps c'est pas possible, ça sera trop compliqué, c'est pas pour toi. T'as une ambition qui est trop importante. Et non, au contraire. Moi, je dis toujours aux plus jeunes, foncez, et moi, si je peux être à côté pour les accompagner, je le ferai. Je n'aime pas le pessimisme ambiant, et je n'aime pas qu'on me dise c'est pas possible. Voilà. Quand on me dit que c'est pas possible, en fait, il faut pas me dire ça. Quand on me le dit, c'est là que ça me donne l'envie de continuer, et de montrer que, au contraire, on peut réussir. On n'a pas beaucoup de moyens, mais on a des idées. Les maires ruraux, en fait, on est vraiment des MacGyver. C'est-à-dire qu'il faut trouver la solution pour arriver à réaliser ce qu'on a besoin de faire. Et puis on est là, on est à la fois le maire du village, mais on est aussi le médecin, on est le psychiatre, on est le gendarme, on est le curé. En fait, on a toutes les étiquettes et parfois même les adjoints ou les élus se rendent pas compte en fait de ce rôle que l'on a. Alors
mis à part la secrétaire de mairie qui vous accompagne, avec qui on travaille vraiment en binôme, elle se rend compte, je dis elle parce que c'est souvent des femmes, mais voilà, il faut aussi qu'il y ait des hommes qui intègrent cette fonction-là. On doit répondre à tout et être au plus proche de tout le monde et trouver les réponses. Mais malheureusement, des fois, on n'a pas les réponses. Alors, il faut pas mentir. Il faut dire, je ne sais pas, je vais me renseigner, je vais voir quand je peux accompagner et toujours être à l'écoute parce que les gens, des fois, ils ont juste besoin de vous voir et de vous parler. Et c'est difficile parce que vous, des fois, vous n'avez pas forcément le temps. Alors, il faut trouver un juste équilibre entre les deux et puis, en tout cas, c'est une très belle fonction qui, moi, me donne beaucoup de plaisir. J'espère que ça va durer encore longtemps. Ce plaisir que j'ai d'incarner cette fonction de maire. Donc vous y avez trouvé plus de sens que dans vos précédents mandats électifs ? Oui, parce que par exemple à la région, grande région par exemple Nouvelle-Aquitaine, aussi grande que l'Autriche, alors on a fait des belles choses, c'est pas ça, mais entre le moment où vous votez une délibération, une décision, ça peut mettre des années avant d'arriver, alors que là c'est du concret. Quand je regarde tout ce qu'on a fait depuis 2020, les cantiniers n'avaient pas de camion benne, maintenant ils en ont 2. Il n'y avait pas de site pour les cendres également ou pour mettre les urnes au cimetière. Maintenant, il y en a. On a mis en place le passe-permis. On a mis en place le conseil municipal des jeunes. On a fait des routes. On a mis en place la fierté rurale. On fait une animation pour Noël. On fait plein de choses. Donc, ça, c'est du concret. Et les gens vous remercient parce que on a installé un salon de coiffure, on a aménagé la bibliothèque, on a mis la clim dans la salle polyvalente avec un équipement vidéo et tout. Et bien voilà, c'est du concret et on a le retour rapide des habitants. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Et toutes ces idées, comment est-ce qu'elles émergent ? Des choses qui sortent de votre tête ou que vous construisez Non, alors moi quand je discute avec alors, tu vois, on me dit que j'ai 10 000 idées à la minute, ça peut être très fatigant pour mon entourage et pour mes élus. Mais en fait, quand je discute avec les habitants du village, je vois quelle est la préoccupation du moment, quels sont leurs besoins. À l'époque, pour construire le programme, c'est en allant chez eux. Après, de par mes fonctions et mon expérience aussi, ça me permet de rencontrer des personnes, de savoir où chercher de l'argent, parce que malheureusement, il faut des budgets qu'on n'a pas forcément dans une commune rurale, et donc tout ça se met en musique, et puis on avance, même si je reconnais que dans les premiers conseils municipaux, j'ai pu des fois un peu inquiéter mon équipe, parce que je dis, allez, on va faire ça, on y va. Maintenant avec le recul, je me dis que peut-être que j'aurais pu y aller plus doucement et expliquer davantage les choses qui, pour moi, des choses me paraissaient évidentes, mais je me rendais pas forcément compte que ça pouvait inquiéter aussi mon équipe. Bon, maintenant ça se passe bien, tout le monde est content, mais voilà, il faut aussi trouver le juste milieu et peut-être que mon expérience que j'avais, je me suis pas rendu compte que mon équipe, ça pouvait des fois peut-être les inquiéter, mais finalement, tout ce qu'on a entrepris, tout le monde est content et ça marche bien, quoi. Ça donne envie de faire plus ? Oui, tout à fait. J'ai envie de continuer. On verra quelle décision je prendrai en 2020 par rapport aux prochaines élections municipales. Mais en tout cas, pour l'instant, en 2026. Mais en tout cas, non, pour l'instant, je suis toujours pleinement mobilisé avec plein d'idées encore et parce que c'est aussi comme ça que je fonctionne. Voilà. Donc, avec la mission que j'ai aussi menée, ça m'a permis d'ouvrir un peu les portes, de rencontrer des gens que j'aurais pas pu rencontrer, que ce soit dans les ministères, à la NCT. Et là, on a un beau projet qu'on va mettre en place l'année prochaine et je pense qu'on sera précurseur également, en tout cas pour un village rural. Voilà. On a beaucoup parlé de tous ces projets, mais concrètement, dans votre quotidien, qu'est-ce que c'est d'être un maire d'une commune de 470 habitants ? Eh bien, c'est le matin en général, dès 6 heures, je vais à la mairie. Je commence très tôt parce que j'ai aussi un métier. Et être maire, c'est pas un métier. Et c'est pas avec la petite indemnité qu'on peut en vivre. Du coup, j'y vais très tôt à la mairie. Je regarde ce qu'il y a signé. Je fais le point tous les jours avec ma secrétaire de mairie, Aline, qui fait un travail formidable. Après, je vais travailler. Après, on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils comme les mails, le téléphone, les visios pour se tenir au courant. Le soir, je repasse également à la mairie. Et puis j'ai aussi mon mandat de vice-président au Grand Châtellerault où je m'occupe de l'économie sociale et solidaire, donc de l'insertion. Et puis la présidence des maires ruraux, donc tout ça, ça fait des belles journées. Ça va que je dors pas beaucoup et que je suis assez connecté. Donc quand on utilise bien
tout ce qui est Internet, l'email, on peut gagner du temps et on peut s'organiser bien. Après, après le soir, quand je rentre, j'ai pas de mal à m'endormir. Franchement, mes journées sont très bien remplies. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris quand vous êtes devenu maire ? Ce qui a pu me surprendre des fois, c'est que quand on va me demander des choses qui, pour moi, je pensais pas qu'on allait me demander. Et ce qui me surprend des fois, c'est sur les conflits de voisinage ou sur demander parce qu'un jeune se comporte pas bien, sur les personnes qui ont des difficultés financières, où le maire est informé des gens à qui on risque de couper l'électricité, par exemple. C'est des choses que je m'y attendais pas. Et puis j'ai aussi été confronté à des drames. J'ai pas eu de chance là, à ce niveau-là sur des suicides qui malheureusement ont abouti, sur des tentatives de suicide, sur des conflits de voisinage. Je pense que j'ai eu mon lot. Et au début du mandat, c'était très dur parce que par rapport à une femme qui s'est suicidée, que j'ai trouvée avec les gendarmes, c'était pour moi, ça m'a vraiment perturbé parce qu'il a fallu prévenir les parents, prévenir le conjoint, et j'ai eu du mal à m'en remettre en fait, parce que j'étais pas du tout préparé à ça. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, le corps humain est certainement bien fait parce que j'ai pris le dessus, j'ai fait plein de choses qu'il fallait que je fasse dans l'urgence. Et après, je me rappelle même pas des mots que j'ai pu dire en fait, tellement on est, il faut assumer les choses, ce rôle de maire, d'officier d'état civil et qu'on appelle ça la police aussi, on appelle ça le maire, il est, oui, c'est un mot que j'ai complètement oublié, parce qu'en fait, je suis en train de repenser à ce qui s'était passé à l'époque et ça me perturbe un petit peu. Mais en tout cas, voilà, ce sont des moments très difficiles quand on est maire de se retrouver confronté à des drames comme ça. Et il m'a fallu du temps pour m'en remettre, effectivement, oui. Oui, j'allais vous demander comment est-ce qu'on gère ces événements psychologiquement. Est-ce que vous êtes accompagné là-dedans ? Non, j'ai pas été accompagné. Il y a des liens de solidarité avec vos pairs ? Non, j'ai pas été tellement accompagné. Été accompagné, par contre, j'ai fait après ce qu'on appelle une hypnose. Qu'on m'a conseillé de faire ça. Franchement, sur le coup, j'y croyais pas du tout et je regrette pas parce que ça m'a vraiment fait du bien. Une séance d'hypnose où apparemment, alors je me rappelle de rien, on m'a fait revivre la scène et derrière ça m'a libéré de tout ça. Mais sur le coup, j'étais complètement déphasé. Je faisais n'importe quoi chez moi, je rangeais mon portefeuille dans le frigo. Ça m'avait énormément perturbé. Et j'ai eu du mal à m'en remettre. Voilà. Et voilà, maintenant, les choses vont bien, mais c'est des choses sur lesquelles on n'est pas préparé, en fait. Vous savez, quand vous trouvez quelqu'un qui est vendu, qu'il faut aller prévenir tout le monde, vous rentrez dans un état second, en fait. Mais c'est vrai que c'est des choses, pour le coup, qui reviennent souvent. Et je pense que presque tous les maires ont été confrontés à ce type de situation. Se pose vraiment la question du soutien psychologique qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a des choses qui seraient susceptibles d'être mises oui, en il faudrait place. Faudrait vraiment que ça soit amélioré. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut qu'on intègre dans le prochain statut de l'élu, où l'association des maires Hauts-de-France travaille. Ça me paraît très important parce qu'en fait, on n'est pas prêt. Et puis les gens attendent tellement de vous. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour vous, pour les gens, vous êtes tout. Vous êtes le gendarme, le policier, le psychiatre. Donc il faut faire face. On est incarné par une responsabilité. Mais en même temps, derrière, c'est que c'est compliqué. Après, quand il y a la redescente, je vous assure que c'est compliqué. Après, je lui ai confronté un deuxième suicide dans les bois. Alors, les pompiers me disent, vous êtes le comment ils appellent ça, commandant des opérations de secours. Je dis, ok, d'accord. Mais je dis, mais moi, vous êtes gentil. Mais non, j'avance pas. Parce qu'en plus, c'était quelqu'un qui s'était suicidé avec un fusil, tout ça. Je dis, moi, non. Voilà, je reste à l'écart. Vous faites votre métier. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'on demande trop à ce moment-là au maire. On n'est pas préparé à ça. Voilà. Donc, c'est vraiment les moments les plus difficiles qui, heureusement, sont balayés par tout le côté, tout ce qu'on a à côté, qui est quand même un bonheur et qu'on en rend. Les gens vous le rendent bien. Franchement, moi, j'ai des administrés qui me le rendent bien, qui sont très gentils, très agréables, et mon équipe également. Mais il y a eu des coups durs et ça a été pour moi difficile à passer ce cap-là et j'étais pas du tout préparé, quoi. Ouais. De manière générale, comment est-ce que vous gérez l'imbrication entre votre mandat et votre vie personnelle ? Franchement, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est formidable parce qu'il accepte tout ça. Et moi, je rends toujours hommage aux conjoints, que ce soit conseillers municipaux, les adjoints, les adjointes, les maires. Parce que si à la maison, on n'a pas quelqu'un qui vous accompagne, on peut pas, c'est tellement une charge lourde, mentale aussi, parce que on a plein de choses à gérer, un budget à tenir, des routes, par exemple, qu'il faut entretenir, mais on n'a pas forcément les moyens. Il y a plein de choses à faire.
Et des fois, c'est fatigant. Il y a des fois, la journée va commencer très mal dès le début. Hein. Il y a que des ennuis qui arrivent parce qu'on reçoit tout en direct. Hein. Mais si on n'a pas quelqu'un à côté qui vous accompagne, qui vous soutient, c'est très épuisant. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de démissions dans les conseils municipaux, dans les adjoints, qui se retrouvent avec beaucoup de responsabilités également et qui se rendent pas compte quand ils vont à l'élection, parce que souvent, peut-être que les maires, on n'est pas toujours très... On dit, oh non, mais t'inquiète pas, être élu, tu sais, c'est pas beaucoup d'heures, c'est pas grand-chose, t'inquiète pas. Et en fait, ils s'aperçoivent d'entrée que c'est énormément de responsabilités. Et tout ça, faut pouvoir le supporter. Donc, non, il faut être bien accompagné dans sa vie personnelle, sinon, je pense que c'est trop compliqué pour pouvoir avancer, quoi. Là-dedans, quel rôle joue l'AMRF, dont vous êtes président dans la Vienne, au niveau de la section départementale? À quoi sert cette association? Cette association, moi, je l'ai reprise en 2020. Elle était en sommeil, donc il y avait plus d'adhérents. Et là, on est rendu à 130 adhérents. On est une association d'élus qui est complètement apolitique. On n'est pas là pour faire être le service après-vente d'une collectivité ou d'un parti. Au contraire, nous, on est là pour... nous sommes des militants de la ruralité. C'est-à-dire que moi, je relaie toutes les informations qui viennent de la MRF sur une thématique très rurale, sur des choses très concrètes. On est tous également adhérents de l'AMF. Hein. Moi, je suis adhérent de l'AMF, il n'y a pas de souci, c'est une grosse machine, une grosse structure, qui a un service qui est complètement différent. Nous, c'est sur des thématiques très rurales. Ça va être comment je vais pouvoir accompagner un maire sur... l'accompagner sur un développement d'une épicerie, par exemple, comment on peut le mettre en réseau avec des structures qui existent, que vous connaissez bien et qui sont très efficaces. Ça va être comment on peut les accompagner auprès des sous-préfets, auprès du préfet. Voilà, on fait du cas par cas, mais dans un rôle de militant de la ruralité, dans un rôle de militant noble, de les regrouper. Et moi, aujourd'hui, où je suis fier dans le département de la Vienne, c'est que notre association, elle est vraiment reconnue par la préfecture. On est invité dans toutes les commissions qui existent, on est consulté. Et notre rôle est devenu très important. Et on est surtout écouté. Parce que moi, ce qui m'agace, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des élections nationales, donc évidemment, les votes extrêmes sont très forts en milieu rural. Tous nos grands dirigeants nationaux se disent « Ah là là, il faut faire quelque chose pour la ruralité. » Et finalement, le lendemain de l'élection, on n'en parle plus. Mais il faut aussi reconnaître, même si je suis pas du parti présidentiel, il y a eu un effort fait pour la ruralité, avec des ministres à la ruralité, avec un plan France Ruralité, avec les villages d'avenir, avec les petites villes de demain. Donc les choses vont dans le bon sens. Alors tout n'est pas encore parfait, mais il faut aussi dire quand c'est bien, les choses vont dans le bon sens et il faut continuer. Et plus on est nombreux à être dans cette association, plus on pèse, et plus on pèse, plus on est écouté. Donc c'est toujours le même cycle. Donc c'est important de se fédérer et d'avancer. Moi, quand je fais l'Assemblée générale des maires ruraux de la Vienne, j'ai le préfet, j'ai les sous-préfets, j'ai le procureur, j'ai les parlementaires. Ça montre qu'il y a une écoute. À nous aussi d'être force de proposition et de rien lâcher. Tout le monde se sent concerné sur le territoire. Tout à fait. Et quels sont vos combats précisément au niveau de la ruralité? Alors notre combat, pour moi, il est clair, c'est-à-dire que, et par le plan village d'avenir, c'est que c'est pas parce qu'on habite dans un village rural qu'on n'a pas les mêmes droits que les personnes qui vivent dans les grandes villes. Alors j'oppose pas les uns et les autres, mais on paye les mêmes impôts. Donc il n'est pas normal qu'on n'ait pas tous Internet, qu'on n'ait pas tous un réseau mobile, qu'on soit pas tous égaux aussi par rapport à la mobilité et par rapport également à la santé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un gros souci, une inégalité qui existe, donc il faut qu'on puisse continuer à travailler là-dessus, qu'on puisse travailler sur la mobilité, sur l'accès aux services publics. Alors, rien que dans la Vienne, il y a eu par exemple 27 maisons France Service qui se sont mises en place, ce qui est très bien. Hein. Là aussi, moi je trouve qu'il faut le dire quand c'est bien, il ne faut pas toujours gueuler et dire que, même si c'est très français, mais voilà, il faut qu'on continue à avancer encore plus pour que les administrés se sentent des Français à part entière. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi que les votes seront certainement différents. Les gens à la campagne ne sont pas homophobes, ne sont pas racistes, mais pour autant, et on en parlera avec les fiertés rurales, c'est bien accepté dans mon village, mais pour autant ils votent les extrêmes. Alors c'est pas qu'ils épousent forcément les idées des extrêmes. Je pense que c'est pour montrer un mécontentement. Et ils ont raison, parce qu'il y a des fois, on est quand même assez loin de tout en termes d'égalité. Donc il faut qu'on puisse, que la force publique, l'État,
montre que l'État est présent en ruralité. Vous parliez des fiertés rurales. Oui. Peut-être qu'on peut s'arrêter un petit peu là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit? Comment est-ce que c'est né? Alors, c'est d'abord parti d'un pari. Un soir à l'apéro, souvent les grandes idées naissent comme ça. J'étais en train de boire l'apéro avec Étienne Desolières, qui est le fils d'un des habitants du village. Et lui, il est avocat pour Stop Homophobie, une association qui lutte contre l'homophobie. Et moi, je suis concerné évidemment par cette question. Il me dit, on ferait bien une gay pride à Chennevel. Je lui dis chiche, on y va. Puis c'était le soir un apéro, quoi. Voilà, en déconnant un petit peu. Et 3 mois après, il revient me voir, parce que lui, il vit sur Paris. Il me dit, j'ai vu ça avec les copains de Stop Homophobie. C'est bon. L'an prochain, on fait ça à Chennevel. Donc là, je me suis dit, dans quoi je me suis lancé? Et puis finalement, je dis pourquoi pas, mais je dis il faut que ça soit rural. Il faut pas qu'on fasse une gay pride comme dans les grandes villes, ça n'a pas de sens. Du coup, dans les grandes villes, vous savez, les gay pride, c'est souvent sur des gros camions qui sont dans les villes avec derrière, bien sûr, des DJ, drag queens et tout. Et alors je dis non, nous on est rural, donc on va faire autrement. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai été voir les jeunes agriculteurs du canton pour dire voilà l'idée que l'on a. Donc ce sont les jeunes agriculteurs qui ont été très surpris de ma démarche parce que c'était pas du tout branché LGBT, mais comme ils sont très polis, ils m'ont écouté parler, ils ont pas osé me contredire, ils se sont dit c'est quand même le maire qui vient, attention. Et ça s'est bien passé. Donc l'idée c'est que ce sont les jeunes agriculteurs qui conduisent les tracteurs. Derrière il y a ce qu'on appelle un plateau. Et donc là on va mettre les DJ, les drag queens, les danseurs. Donc on fait un circuit dans le village. Première édition, 1000 participants avec un parrain qui est très connu, qui est Mathieu de Lamouré dans le Pré, qui est devenu un ami. Deuxième édition, 3000 personnes, avec la venue de ministres le matin, parce que moi je tiens toujours à ce qu'il y ait un moment un peu qui ait du sens, il n'y ait pas que le côté festif. Donc le matin, on a fait une conférence sur les jeunes LGBT en milieu rural avec les 2 ministres, Dominique Faure, ministre à la ruralité, et Bérangère Couillard, ministre à l'égalité et contre les discriminations. Puis l'après-midi, la fête, un circuit dans le village de 3 km, et après le soir, dans un grand champ, musique, DJ, jusqu'à 5h du matin. Et cette année, on a fait une conférence sur le mariage pour tous 10 ans après et PMA, GPA, avec la venue de François Hollande. Aurore Berger, la ministre, devait venir, mais comme c'était un ministre démissionnaire, elle n'est pas venue. Et puis finalement, elle était ministre de la discrimination, mais je ne peux pas dire que ses positions sur l'égalité et sur le mariage pour tous aient été très fortes. Donc finalement, c'était pas plus mal. Donc François Hollande là était présent, c'était chouette. Et après l'après-midi, donc pareil, beaucoup de tracteurs, et le soir, une grande fête jusqu'à 5-6 heures du matin, avec une dizaine de food trucks, 4500 personnes. 80% des gens présents ne sont pas LGBT. Un rayon de 100 km qui viennent faire la fête avec tous les âges. Les gens du village, bien sûr. Et puis après, des personnes LGBT de toute la France qui viennent. Il y avait un club aussi de camping-car LGBT, donc ils sont venus, 60 camping-cars. On avait réservé tout un espace aussi pour que les gens restent sur place dormir, parce que c'est important. On voulait surtout pas qu'il y ait d'accidents derrière. Et puis je remercie beaucoup les forces de gendarmerie parce qu'ils étaient présents aussi pour nous sécuriser nous. On n'est jamais à l'abri d'un imbécile qui veut faire un acte malveillant. Et c'est un acte, les fiertés rurales en fait, c'est la célébration de la fraternité et de la bienveillance. Voilà. Et moi, je suis très heureux de voir que les gens du village jouent le jeu, ils sont présents, ils sont très heureux. Il y en a beaucoup qui n'avaient jamais vu de drag queen, jamais vu tout ça. Surtout sur un tracteur, mais c'est vraiment chouette. Et même France Télévisions ont diffusé un documentaire de 52 minutes qui est passé, donc qu'on peut trouver sur Internet. Ça s'appelle la Pride des Champs. Et donc l'année prochaine, on est reparti parce que nous, on est très heureux que dans ce village, on est la seule gay pride, la seule Pride des campagnes de France. Voilà. Fallait oser, on a osé, peut-être un peu à mon image, mais en tout cas, tout le monde est très heureux et ça fait parler aussi du village dans toute la France, partout. Et ça montre qu'on peut vivre ensemble, contrairement à ce qu'on peut croire. Moi, ce qui m'agace, c'est qu'à Paris, vous savez, ils voient les villages comme c'est des ploucs. Ouais, c'est des ploucs, c'est des paysans à la campagne, ils sont bêtes. Non, on est très intelligents, on est très bienveillants, on a beaucoup d'idées et voilà, c'est une belle célébration de la fraternité qu'on oublie un peu trop souvent actuellement. Voilà. Donc je suis un maire heureux d'accueillir les fiertés rurales. Peut-être qu'il y aura une diffusion des fiertés rurales dans toute la France prochainement. Pourquoi pas.
Mais c'est vrai vous parliez tout à l'heure des clichés qui sont associés peut-être à une acceptation plus difficile de l'homosexualité en milieu rural. Mais très concrètement, c'est quoi la réalité? Est-ce qu'il est difficile pour quelqu'un de faire son coming out en milieu rural? Je pense pas que ce soit plus difficile. Alors, il y a plusieurs années, à la campagne, les gens partaient dans les grandes villes pour tomber dans l'anonymat. Parce que c'était très compliqué. Aujourd'hui, il y a encore des agressions, on le voit bien, mais plus en ville qu'à la campagne. À la campagne, les gens, chacun vit sa vie comme il le veut. Ceux que ça peut un peu choquer, imite, voilà. Mais il n'y a pas ce côté où on va faire attention, on peut être agressé en ville, dans des quartiers ou des choses comme ça. Et aujourd'hui aussi, parce qu'on veut tous garder notre école dans les villages, avec le droit à l'adoption, les couples homosexuels ont aussi des enfants qui vont dans les écoles et ça nous permet de garder nos classes et nos écoles dans les villages ruraux. Et il n'y a pas ce problème-là de rejet et d'agression. Les choses ont complètement évolué, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs années, les personnes LGBT partaient dans les grandes villes pour devenir invisibles. Ouais. Alors après, je pense que quand on fait une action citoyenne, comme moi, hein, quand on s'engage pour être maire, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce que l'on a fait, est-ce que j'ai été utile? Et par rapport au Fiat-Rural, moi je pense que j'aurais été utile et que j'ai pas fait ça pour rien, que j'aurais laissé quelque chose. Et je vais donner un exemple concret. On a un jeune du village qui était venu me voir parce qu'il était en transition. Donc il était venu me voir parce qu'évidemment, avec ce que j'organisais à Chennevel, il savait que moi je serais bienveillant avec lui. Et du coup, je l'ai aidé, je l'ai accompagné pour faire son changement d'identité. J'ai fait ce qu'il fallait, les attestations, je l'ai accompagné. Et l'an passé, pour les Fiat-Rural, le matin, on a fait une cérémonie républicaine à la mairie où là, je lui ai remis ses nouveaux papiers, sa nouvelle carte d'identité. Et dans le village, c'est quelqu'un qui maintenant Léo, hein, tout le monde connaît son parcours, puisqu'il a même été dans le documentaire, il a été filmé. Et ça montre que il y a une acceptation. Et moi, je dis que voilà, ce que j'ai pu faire pour lui, eh bien, j'en suis fier. Hein, j'ai pas peur de le dire, et j'aurais pas été inutile. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire voilà, ce que j'ai fait, ça a servi à quelque chose. Comme par exemple donner du matériel performant pour les agents techniques du village. Voilà, c'est quelque chose qui est important, ça rend service à tout le monde. Aménager une salle polyvalente, on a un projet salle des fêtes, aider les jeunes du village pour leur permis de conduire, on en reviendra tout à l'heure. C'est ça qui me paraît important, c'est de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'y ai passé des heures, au détriment de ma vie personnelle, parfois professionnelle, beaucoup de fatigue, beaucoup d'énervement, mais au final, il y a ça. Et c'est ce que je dis toujours. Il y a un an à peu près, j'ai fait la liste en conseil municipal à mes élus de tout ce qu'on avait fait, pour que eux aussi aient conscience. Parce que des fois, je me dis, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'on a fait. C'est pas que grâce à moi, hein, c'est grâce à tout le monde. Se dire, voilà, c'est du positif. Parce que si on retient que le négatif, c'est bon, c'est pas la peine, quoi. Il y a tout pour retenir du négatif. Franchement, baisse de dotation de l'État, il n'y a pas assez d'argent, on n'a pas Internet, on n'a pas le téléphone. Ok, d'accord, on le sait. Maintenant, moi, ce que je tiens beaucoup, c'est de dire, voilà, le positif, qu'est-ce que l'on a fait? Et ce bilan-là, c'est aussi un moteur pour continuer à notre action. Voilà. Vous avez été missionné il y a quelques mois par l'ancienne ministre à la ruralité, Dominique Faure, pour établir un rapport sur la vie associative en milieu rural. Avant de discuter des propositions, on peut s'arrêter sur le constat. Qu'est-ce que ça dit de l'engagement des citoyens en ruralité? Alors, le constat, il va être, alors que ce soit en ruralité, en milieu urbain, ça va être le même sur le fait que c'est souvent des personnes d'un certain âge, parce qu'à l'époque, ils avaient ça dans leur ADN, les associations qui sont investies dans des assos urbaines ou rurales, et souvent dans plusieurs associations, mais qui sont vieillissantes. Donc là, il y a un problème. C'est-à-dire que si on n'a plus ces dirigeants dans les associations, elles risquent de mourir. Et alors là, en ruralité, on a la double peine. Parce qu'il n'y a pas de lien social dans ruralité sans les associations. Je vais donner un exemple concret qui va parler à tout le monde. En milieu rural, il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a souvent pas de salle de lien social. Donc s'il y a ces bénévoles-là qui s'en vont et que les assos disparaissent, il ne va plus se passer grand-chose. Nous, les maires, on accompagne nos associations, on les aide, on sait tout le travail qu'ils font. Mais s'il n'y a pas d'association, ça va être un peu compliqué. Donc,
Il y a ce constat-là, avec un risque de la double peine. Et après, c'est pas que les jeunes s'investissent pas. Les jeunes, ils s'investissent sur des causes. Mais ils vont moins sur le modèle associatif parce que ça leur parle moins et ils se disent, ouais, c'est un truc de vieux, machin, c'est trop compliqué. Et donc, il faut les amener à aller vers l'associatif. Et pour ça, on a développé des propositions, j'en parlerai certainement tout à l'heure. Qu'on a ce lien social qui est indispensable, qui peut être aujourd'hui un peu mis en difficulté. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé des choses simples, qui coûtent pas de l'argent, qui sont du bon sens, qui est le reflet du terrain, des rencontres que j'ai pu mener. Et maintenant, il faut que ça soit pris en compte et en considération par la ministre et également par des parlementaires. Donc, si les jeunes ne s'engagent pas dans les associations, comment est-ce qu'ils s'engagent en ruralité ? Eh bien, on pourrait... moi, j'ai proposé, notamment, on va être dans la proposition, que les jeunes qui s'engagent dans des associations rurales, alors, il faut qu'on les incite. Moi, j'ai même réfléchi à mettre en place un pass asso rural pour les 15-18 ans. Par exemple, un jeune qui s'engage dans une assoce, que ce soit valorisé dans Parcoursup. Ça va être aussi s'engager dans une association, que ça va lui donner des avantages ou des droits. Moi, par exemple, dans mon village, j'ai mis en place le passe permis. C'est-à-dire qu'un jeune, on va financer une partie de son permis de conduire. En contrepartie, il va donner des heures pour la commune. Faire de la peinture, tendre de la pelouse, arroser des fleurs, ce qui ne demande pas une grande compétence, mais une grande envie. Alors, ça peut être pareil pour les jeunes. Ils vont s'engager dans une association rurale, mais en contrepartie, ils auront droit à des avantages. Donc, ce pass asso rural, qui est une des propositions, il faudrait vraiment travailler dessus, le développer, parce que les jeunes, ils ont aussi besoin qu'on puisse leur faire confiance et qu'on leur donne l'envie, du goût du monde associatif. Et vous, quelle place est-ce que vous laissez à vos habitants, à vos concitoyens, dans la politique que vous menez au niveau local ? Moi, je suis très content parce qu'on a développé d'ailleurs le nombre d'associations dans le village. Au contraire, moi, je dis toujours, engagez-vous, faites des projets. Comme je dis aux plus jeunes, n'ayez surtout pas peur à chaque fois qu'on vous dit que c'est pas possible, au contraire, faut y aller. Et moi, je suis très content que les jeunes du village, depuis qu'il y a eu le conseil municipal des jeunes, je les ai emmenés visiter le Sénat, visiter l'Assemblée nationale. Je les ai emmenés à Paris. Certains n'avaient jamais été à Paris. Tour Eiffel. Ils ont rencontré des députés. Ils ont rencontré l'ancien président de la République. Parce que faut leur montrer que c'est possible. C'est pas inaccessible. Il y a des choses qui peuvent se faire. Ils veulent passer le permis de conduire. Ok, on y va. Et du coup, après, c'est même des jeunes du conseil des jeunes qui m'ont proposé de faire le pass BSR. Et ça, mais moi, ce jour-là, j'étais heureux. C'est-à-dire que je leur ai proposé le pass permis. Et après, c'est eux qui ont dit, ouais, c'est super, Cyril, parce qu'il m'appelle Cyril, hein, voilà. Il fallait qu'on fasse le pass BSR. Donc, c'est-à-dire que ça vient d'eux. Et ça, j'ai trouvé ça top. C'est-à-dire que là, on va financer 100 € à l'auto-école. Le BSR, ça coûte en général 200 €. Hein. Et en contrepartie, les jeunes du village vont donner 10 heures de leur temps à la commune. Mais le fait que ça vienne d'eux, ce jour-là, je me suis dit, c'est bon, on a gagné, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'on peut faire des choses, il faut que ça vienne d'eux. Mais voilà, on est une association qui se monte là sur le patrimoine. On a, au niveau de la culture, on a un élu qui est formidable, qui fait plein de choses et les choses avancent bien. Il a mis 80 bénévoles autour de lui puisqu'on a fait le Chenvel d'antan, il y a 80 ans. Et l'année prochaine, on va également faire on va montrer toute l'histoire de Chenvel il y a plusieurs années. C'est magnifique, vous voyez, quand les gens se fédèrent et on peut faire plein de choses. Et je pense qu'il faut jamais se dire on peut pas. Moi, je dis tout le temps, allez-y, on fonce, on verra comment on peut vous accompagner et on essaye d'avancer comme ça. Vous êtes proche de vos administrés ? Oui, très proche. Moi, les gens m'appellent Cyril, il n'y a pas de souci, je suis proche, je suis disponible. Les ados du village, quand ils voient que la mairie est ouverte le samedi après-midi, ils viennent me voir. Il y a toujours un paquet de gâteaux qui traînent, du jus de fruits, on discute. Les habitants du village, c'est pareil. Non, mais je pense c'est très agréable. Après, des fois, on peut pas répondre à tout parce qu'on n'a pas forcément le budget. Et puis, mais en tout cas, cette proximité-là est importante. Et je pense que pour eux, c'est important aussi de se dire, bon là, il y a un chef, entre guillemets, dans la maison et qui peut nous accompagner. Et surtout, moi, j'ai une équipe qui est formidable parce que j'ai aussi tout ce qui est la partie technique, c'est pas mon fort. Hein. Moi, je suis vraiment pas bon sur les routes, tout ça. Au début, je comprenais pas du tout quand on me parlait. Alors, mon premier adjoint, lui, connaît ça par cœur parce que, en plus, il est agent technique dans sa commune.
Mais moi, on me parlait du bleu, on va sur les routes, je comprenais pas de quoi on me parlait. L'enrobé à froid, le pata, je comprenais rien. Hein. Mais moi, j'ai pas honte de le dire. Je leur disais, au bout d'un moment, j'ai écouté, parlez-moi français, je comprends pas ce que c'est, expliquez-moi. Et c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt dire, bon, allez, on y va sur des projets, mais c'est hyper important dans une commune. Et du coup, mon premier adjoint, ça va qu'il maîtrise, on m'a bien expliqué, et c'est ça, c'est aussi, j'ai pas peur de dire aux gens, quand je comprends pas, je leur dis. Au début, que j'étais visiter les fermes du village, je comprenais pas de quoi on me parlait, je leur dis, on me parlait des broutards, je comprends rien ce que c'est, le vélage, tous ces trucs-là, je comprenais rien, moi. Mais je pense que c'est ce qui a plu aussi aux habitants du village, c'est que j'ai été honnête avec eux. Je leur dis, expliquez-moi, je comprends pas, et après, on voit comment on avance. Et c'est ça qui est super. Et je pense qu'ils sont aussi contents, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont assez contents de l'action que l'on mène avec le conseil municipal. Et vous, personnellement, vous avez changé depuis que vous êtes maire ? Ah complètement. Parce que d'abord, au début du mandat, il y a eu des coups très durs, on en a parlé tout à l'heure, avec malheureusement des suicides, tout ce qu'on voit aussi, parce que vous savez, on est confronté vraiment à la réalité. Quand on voit des familles qui sont en grande difficulté, et à la campagne, vous savez, les gens sont très... comment je peux dire, ils sont très discrets. Ils vont pas parler de leurs soucis. Mais moi, je le vois bien. Je le vois parce que quand on est maire, par exemple, d'abord les forces de gendarmerie, moi, je les ai en direct. Mais j'ai aussi les problèmes de factures impayés. On est informé à la mairie. Donc, je vois les situations dramatiques que les gens vivent. Mais il y a une grande pudeur. Personne ne dit rien. Et moi, après, j'essaie d'agir à ma façon, tout en étant très discret. Et même mon conseil municipal, ils le savent. Hein. J'aurais toujours dit qu'il y a des fois des familles qu'on va aider, mais que je ne donne pas les noms. Parce que, c'est comme ça. Et on se rend compte de la réalité des choses et de la chance que l'on a de rentrer chez soi, d'avoir d'avoir que le frigo qui est plein, que le chauffage, on peut mettre du chauffage confortablement. Alors qu'on sait qu'il y a des gens qui vivent un drame dans le village en même temps. Et puis, j'ai aussi peut-être pris plus de recul et je suis peut-être moins impatient qu'au début du mandat. Je voulais faire vite plein de choses. On a fait plein de choses et maintenant, je suis peut-être plus posé, certainement. Et j'ai l'impression que j'ai énormément mûri parce que on est devant la réalité des choses. Et moi, j'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup appris. Et moi, le moment que je préfère dans l'année aussi, c'est le moment des vœux du maire. Parce que les gens du village viennent, on parle de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire. Et puis cette façon qu'ils ont de vous regarder, vous savez, on le voit dans le regard des gens. Ceux qui vous détestent et puis ceux qui vous apprécient. Et ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. Et puis parce que moi j'ai pas honte de le dire, faut aussi, on a aussi besoin d'un peu d'amour. Vous voyez ce que je veux dire, les maires, parce que on peut pas être toujours, on est une éponge, on prend tout le négatif, mais des fois. Qu'on nous rende un peu d'amour, je suis sûr que ça fait du bien. Moi, je le dis aux auditeurs qui m'écoutent en ce moment, donnez un petit peu d'amour à vos maires, à vos élus, ça va leur faire du bien et ça va pas vous coûter cher. Mais vraiment, ça fait du bien. Voilà. J'espère que vous avez entendu le message. Donc, quel est le combat le plus important que vous ayez mené en tant que maire ? Le combat le plus important, et ça, je m'étais engagé quand j'étais au moment de la campagne électorale, même s'il n'y avait pas trop de suspense puisque j'étais le seul candidat. C'est que nous, on a une couverture blanche, on est en zone blanche, donc il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet, donc j'ai bassiné tout le monde à la préfecture, au département, et moi je suis très heureux qu'on va avoir enfin une antenne 4G mobile dans le village qui va résoudre plein de problèmes. C'était un combat parce qu'il a d'abord fallu que je l'obtienne, et puis après, ce qui était compliqué, c'est que j'ai un administré qui venait d'arriver dans le village, qui lui a posé un recours. Alors que je lui ai expliqué gentiment, mais je dis, parce qu'on se tutoie, je dis, mais tu vas perdre, parce que c'est une volonté de l'État, du département, de la préfecture, ta maison est loin de l'antenne, donc forcément tu vas perdre. Bon, il ne m'a pas écouté, donc il a fait perdre de l'argent à la commune, on a perdu 3 000 € parce qu'il fallait prendre un avocat, et on a perdu 2 ans. Ça m'a vraiment ennuyé. Parce que, c'est franchement, alors que tout le monde attend ça avec impatience dans le village. Donc ça m'a un peu embêté, mais les choses maintenant vont se faire et je suis très heureux aussi d'avoir mis en place avec mon conseil une station essence en 24/24, c'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui dans le village à 20 km aux alentours peut venir se servir du carburant chez nous et ça marche très bien. La personne qui gère l'épicerie du village et à la station,
parce que la station est de propriété de la commune, mais elle est gérée par l'épicière du village, qu'on aide beaucoup. Eh bien, ça fonctionne bien, parce qu'en plus, comme j'ai souhaité que ce soit avec une station Élan Total, donc ce sont des tarifs nationaux, et même pendant un temps, la station était moins chère que dans les grandes villes. Donc c'est très bien, et là aussi, c'est une façon d'aider et d'accompagner la mobilité, parce que quand on voit le prix de l'essence aujourd'hui, des fois, il vaut mieux le prendre sur place que faire 25 km pour aller chercher son carburant, quoi. Donc ça, c'est deux choses sur lesquelles je suis assez fier de moi, fier aussi d'avoir fait des fiertés rurales, qu'on puisse reconnaître, et puis que donner envie aux jeunes de prendre la suite, parce que moi j'ai 52 ans, je suis encore jeune, hein, mais ça fait quand même 25 ans que je suis élu, avec différents mandats. Il faut préparer les nouvelles générations. Et ma plus grande fierté, ce serait qu'un jour, un des jeunes que j'ai accompagné, reçu au conseil municipal des jeunes, soit candidat à l'élection. Ce serait génial. Et puis je suis fier aussi que mon plus jeune conseiller municipal, il est arrivé, il avait 20 ans, et c'est un jeune agriculteur. Et moi je trouve ça super. Je lui avais dit, écoute, tu viens, tu feras ce que tu peux, tu t'engages comme tu pourras. Je voulais pas lui mettre de pression, mais je voulais qu'il apprenne. Et ça, je pense que c'est important. Moi, si j'ai eu la chance d'être adjoint au maire à 28 ans, parce qu'il y a un maire qui m'a fait confiance. Et donc, il faut rendre ça. Voilà. Et pas prendre des jeunes parce que ça fait bien. Il faut prendre des jeunes parce qu'il faut les former et leur apprendre comment ça fonctionne, quoi. Et à l'inverse, quel est votre plus grand échec ? Je dirais pas mon plus grand échec, mais peut-être une déception sur... ils sont minimes, mais sur 2-3 personnes qui peuvent avoir un comportement inacceptable. Moi, j'ai été menacé de mort, par exemple. Je l'ai très mal vécu, pour moi, ma famille. Et puis, des fois, des personnes qui ont un comportement qui n'est pas acceptable envers un élu, parce que des fois, j'ai envie de leur dire, mais prenez la place, vous allez voir ce que c'est. Après, ça reste à la marge. Vous avez vu, j'ai un tempérament où j'essaie toujours de garder le positif, parce que c'est comme ça que moi, j'avance. Mais j'avouerai que j'ai eu 2-3 personnes qui ont eu un comportement pas normal, quoi. Mais bon, je préfère garder que le positif. Et donc, comment on réagit face à ça ? C'est difficile, hein. Quand il y a un colonel de gendarmerie qui vous appelle, moi je sortais de France 3 pour une émission, et du coup j'étais super heureux parce que j'ai fait passer des messages, j'étais au top, et puis il me dit, monsieur Sibert, vous rentrez pas chez vous parce que on recherche un individu qui a dit des menaces sur vous. Donc déjà je vous dis pas, j'étais mal, je pensais à ma famille, à mon mari, des enfants. Après, j'arrive chez moi, il y avait des gendarmes avec des maîtres chiens, 5 voitures de gendarmerie dans le village. Je vous dis pas le truc, hein. Ça fait peur. Parce qu'on sait pas ce qui leur passe par la tête. Un coup de colère, on sait pas. Et là, on se dit, est-ce que ça vaut le coup vraiment que je m'embête à faire tout ça ? C'est comme ça. Après, j'ai rencontré la personne elle est emmenée en garde à vue, je crois. Après, j'ai rencontré la personne à la gendarmerie 2 semaines après. J'ai pas porté plainte. Et j'ai souhaité que la personne d'abord s'est excusée de son comportement, des menaces qu'elle avait proférées, et puis j'ai pas porté plainte, mais en contrepartie, je ne souhaitais plus qu'elle vienne à la mairie, quoi. Voilà. Mais ça fait peur, hein. Et puis des fois des personnes qui une lettre anonyme que vous savez qu'elle est pas anonyme, vous savez très bien qui c'est. Bon, voilà, ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Il faut faire avec, mais heureusement que c'est minime. Et moi, je veux toujours retenir que le positif. Je me dis, c'est pas 3 individus qui vont gâcher la vie, alors que tous les autres sont très heureux de ce que l'on fait. Et on va continuer. Donc, vous nous avez dit que vous aviez des enfants. Est-ce que vous pensez qu'ils sont fiers de vous ? Je sais pas, faudra leur demander. Mais en tout cas, ma fille Clarisse, on voit souvent des messages en me disant qu'elle est fière de moi. Après, moi, je sais pas quoi dire quand on me dit ça. Moi, je suis plutôt fier de ma famille, hein, qui accepte mes absences, des fois mon agacement, qui accepte tout ça, parce que c'est aussi des contraintes de faire attention à ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Mais voilà, non, moi je suis très fier des habitants du village, très fier de mon équipe municipale, très fier des agents, et puis aussi parce qu'il faut tout faire, hein, quand on est agent technique dans un village, faut savoir tout faire et très vite, malheureusement. Et puis de ma secrétaire de mairie, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Les secrétaires de mairie, c'est vraiment très important dans un village. Elles méritent une reconnaissance plus importante, je pense. Moi, j'essaie toujours de la remercier, de la mettre en avant,
parce que c'est vraiment un binôme. Le maire ou la maire avec son secrétaire ou sa secrétaire de mairie, si on veut que ça fonctionne bien, il faut vraiment qu'il y ait ce binôme parfait de confiance et qu'on puisse savoir les remercier à leur juste valeur. Et moi, j'essaie de jamais oublier de la remercier et également de remercier nos agents techniques. Voilà. Sans eux, rien n'est possible. Ce sont les ambassadeurs de la commune. Nous, les élus, on n'est pas tout le temps présents toute la journée. Eux, ils sont présents. Et puis, j'ai la chance d'avoir un premier adjoint qui, lui, connaît beaucoup mieux que moi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, toute la partie technique. Et heureusement qu'il est là. Et surtout, que c'est l'enfant du pays, il connaît tout le monde dans le village, parce que c'était l'enfant du pays. C'était le seul qui était reparti avec moi dans l'équipe municipale, parce que les autres avaient fait 3 mandats. Et des fois, je suis un peu paumé sur un lieu-dit ou autre. Je l'appelle, il sait qui c'est. Et il m'accompagne. Et quand il y a eu le moment, le coup dur avec la personne qui a eu des menaces contre moi, il était présent à mes côtés. Juste le fait qu'il soit à mes côtés, c'était très important pour moi. Et il m'a accompagné partout, à la gendarmerie, partout. Et le fait qu'il soit là, il n'a pas forcément beaucoup parlé, mais le fait qu'il soit là, c'était pour moi vraiment très très important. Et vous voyez maire encore longtemps ? Si les électeurs le veulent, oui. Si les administrés de Chenvel le veulent, je me représenterai en 2026, je leur poserai la question. Pour l'instant, je pense que c'est encore trop tôt. Moi, j'ai encore plein de projets, mais en tout cas, si c'est la volonté des habitants du village, oui. Parce que moi, en tout cas, je me plais dans cette fonction, je m'éclate, je suis très heureux. Quand on est heureux en amour, en famille, en professionnel et également dans ses mandats, moi, j'ai pas à me plaindre, hein, franchement. Je fais beaucoup de choses, beaucoup d'heures. Les gens me disent, mais t'es un peu fou, t'es partout, on te voit partout. Mais je suis heureux. Et ça n'a pas de prix. Dans ma vie personnelle, j'ai connu des drames, j'ai pas toujours été aussi heureux que maintenant. Je le suis, et tant mieux, quoi. Donc, tout va bien. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui souhaiterait monter une liste municipale en 2026 ? Eh bien, qu'il soit à l'écoute surtout des administrés, qui fassent pas des promesses qu'il ne pourra pas forcément tenir, parce que y a la réalité budgétaire qui fait que des fois on peut pas tout faire. Mais il faut être honnête avec les habitants, il faut être transparent et leur dire ok, j'ai écouté, je comprends ce que vous avez, quels sont vos besoins. Prendre une liste avec des gens un peu partout du village, ça c'est important aussi. Et puis être complètement honnête avec les habitants. Je pense que c'est vraiment la recette. Et puis bien écouter, être humble et puis prendre des gens autour de soi qui ont des compétences. En fait, une équipe municipale, c'est une accumulation des compétences. Voilà, moi je suis plutôt bon dans la partie communication, aller chercher le financement, rencontrer des élus, mener des projets. Jean-Pierre, mon premier adjoint, lui, il est bon dans tout ce qui est bâtiment, les routes, la partie technique, que moi je suis vraiment pas terrible. Nathalie, mon autre adjointe, elle va être bien dans tout ce qui est la partie législative pour les écoles, elle connaît ça par cœur. Jean, qui par exemple, qui est au top au niveau de la culture, Caroline, qui est top au niveau des cérémonies, j'ai Maxime et puis David qui sont au top par rapport au milieu agricole. Mais ils sont tous associés à une compétence et c'est ça qui est important. Et quand on arrive à trouver ce fonctionnement-là, c'est beaucoup plus simple après, quoi. Moi et surtout mes élus, c'est un conseil que je peux aussi donner, je leur laisse beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire que c'est pas le maire, je suis le chef, le shérif et je décide. Non. Chaque élu est très autonome. Il peut avancer. En début d'année, on fait le point aussi sur les budgets. Ils savent où ils en sont. Je crois beaucoup à l'autonomie parce que quand on laisse autonome les élus, moi j'étais adjoint avant, hein, je sais ce que c'est dans une grande ville, ça les responsabilise également. Et c'est pas moi qui vais dire, par exemple à Jean-Pierre, non, t'as pas le droit d'acheter un sac de ciment ou t'as le droit d'acheter un sac de ciment. Je veux dire, il sait lui ce qu'il y a besoin et on fait le point en début d'année. Et ça c'est important de faire confiance à ces élus et qu'ils soient aussi autonomes. Mais tout ça je le fais ensemble. Moi j'ai pas fait le choix de faire des réunions de maires adjoints. Tout le monde est informé, j'ai un groupe Messenger où tout ce qui se passe dans le village, mes élus sont informés. Et j'ai également mis en place un site intranet collaboratif où tout est mis dans le site. Tout le monde a le même degré d'information. Ça me paraît également des choses importantes. Voilà, si c'est un conseil que je peux éventuellement donner. Donc bien s'entourer. Oui. Très bien. Bien, un grand merci, monsieur le maire. Eh bien, merci Margot, c'était un grand plaisir. Plaisir partagé. On retiendra du témoignage de Cyril Sibert que le positivisme n'est pas un vain mot, mais une philosophie d'action. Quand tout semble impossible, c'est précisément le moment de se retrousser les manches.
Organiser une gay pride rurale, créer un conseil municipal des jeunes, mettre en place un passe-permis, ces initiatives démontrent que le changement s'opère d'abord localement. Et plus encore, loin d'être un espace condamné, la ruralité ouvre le champ des possibles. Elle est un immense terrain d'innovation. Chaque projet, chaque initiative, la plus petite soit-elle, peut redonner du souffle à un territoire. Et collectivement, nous rendre fiers. Cyril Sibert en a fait la mission de son mandat et il nous enseigne que la fierté se partage et surtout elle se cultive par l'action. Alors suivons les conseils de Cyril. Soyons fiers, donnons de l'amour à notre mère, mais surtout, engageons-nous. À bientôt dans une prochaine Vie de mère. Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, alors on imagine qu'il vous a plu. Pour nous soutenir, laissez-nous des étoiles, des commentaires, partagez l'épisode à vos copains et suivez-nous sur Instagram @vie de mère. Chaque soutien est hyper précieux. À bientôt dans une prochaine Vie de mère.